Reprise de la plénière de l'Assemblée nationale ce matin, le processus d'élection des 2 membres du bureau restant a encore connu un échec. Interprétation des arrêts de la Cour constitutionnelle sur les médias, réaction du procureur de la République dans un point de presse livré cet après-midi. Célébration demain 18 mai 2014 de la Journée internationale des musées. Le ministre de la Culture appelle le public à visiter les collections muséales. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les travaux plénières de l'Assemblée nationale ont repris ce matin avec la poursuite du processus d'élection de 2 membres restants du bureau de l'institution. Élection qui ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'hémicycle. Les postes du 2e et 3e vice-président restent sans occupant. Nous rapportent Mamadou Adamou, Issa Kaïssa et Kadija Tassa. À la reprise des travaux ce matin, le président de l'Assemblée nationale a tenu à relire les 2 arrêts de la Cour constitutionnelle, à savoir l'arrêt numéro 5 et numéro 6 du 14 et 16 mai 2014. Une façon de rappeler aux députés nationaux les dispositions de l'arrêt qui doivent être scrupuleusement respectées. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale a donné les consignes de vote pour les 2 postes restants en vue de compléter le bureau, à savoir la 2e et 3e vice-présidence. Ainsi, à l'issue du vote de la 2e vice-présidence, le président de l'Assemblée nationale a proclamé les résultats. Voici les résultats. Nombre d'enveloppes 100, bulletins valables 100, nombre de voix pour 36, nombre de voix contre 64. Donc, on va passer au 2e tour. Par rapport au scrutin, au nombre d'enveloppes, au nombre de votants et aux résultats, pas de changement. 36-64. Donc, et le député Falquet n'est pas élu. Quant au poste du 3e vice-président, la seule candidature déposée a été retirée à quelques minutes du démarrage des votes. On va faire application des dispositions de l'arrêt qui dit que si les présidents refusent de donner des candidats, le bureau élu, dans le nombre élu, ils peuvent continuer à faire fonctionner l'Assemblée. En conséquence, puisqu'il n'y a pas de candidature, pour moi le scrutin est clos et lundi matin on reprend pour une réunion du bureau. Point. Ainsi ont pris fin les travaux de l'Assemblée nationale de ce samedi 17 mai 2014. Oui, déjà juste après la plénière, nos reporters ont recueilli l'avis des différents groupes parlementaires, aussi bien de la majorité que de l'opposition. Nous ne faisons pas un combat de poste au niveau du bureau. Le combat que nous voulons, c'est un combat pour la démocratie dans ce pays. C'est un combat pour le respect du droit. C'est un combat pour que la justice soit le dernier rempart des plus faibles. C'est pour que les minorités et les droits de chacun soient pris en compte. C'est cela le combat que nous faisons. Donc la question aujourd'hui, au-delà de cette question du bureau, c'est une question politique. C'est ça la question de fond aujourd'hui. Ce n'est pas une affaire de bureau. Que nous pensons que la démocratie est en train d'être sérieusement écorchée au Niger parce que les droits des minorités ne sont pas pris en compte. Parce que les droits de l'opposition sont en train d'être récusés effectivement par la majorité. Le refus de présenter, de permettre à tous les députés d'être candidats, ce refus-là persiste au niveau du groupe de l'ARN. Le président du groupe ARN s'est levé pour donner la liste des députés qui lui ont transmis régulièrement par voie d'huissier leur candidature, mais au finish, il n'a transmis qu'une seule au président de l'Assemblée. Nous pensons que le président de l'Assemblée aurait dû le rappeler à l'ordre pour lui demander de transmettre toutes les candidatures qu'il a reçues. Le président de l'Assemblée n'a pas voulu le faire. Il a pris une seule candidature et puisqu'il trouve que c'est régulier, nous avons accepté de voter, mais tout en rejetant cette candidature que nous pensons être déposée de manière irrégulière. Donc, d'une manière générale, on peut conclure que l'Assemblée va fonctionner à partir d'aujourd'hui.
Il faut noter que la plénière de l'Assemblée nationale s'est réunie juste après l'arrêt rendu hier par la Cour constitutionnelle. Quelle lecture peut-on faire de cet arrêt, la réaction de Soli Abdraman, ancien procureur de la République? C'est une injonction en fait. On fait injonction au président du groupe concerné et au président de l'Assemblée nationale en direction des présidents du groupe parlementaire, des deux groupes-là qui sont concernés. On leur dit de déposer les candidatures, de en fait recevoir toutes les candidatures qui sont déclarées et de déposer ça entre les mains du président. Et lui, il n'a qu'à faire le nécessaire donc pour compléter le bureau. Et s'ils ne le font pas, les présidents du groupe, ça équivaut à une rénonciation de leur part de postes qui leur reviennent au sein du bureau de l'Assemblée. C'est ça qu'il dit l'arrêt. Et en direction de l'Assemblée nationale, l'arrêt dit qu'il doit prendre des dispositions pour ne plus bloquer le travail de l'Assemblée nationale, pour continuer le processus et élire les membres du bureau restants. S'il ne le fait pas, donc le bureau tel qu'il est là peut continuer à prendre la suite en vertu du principe de la continuité des pouvoirs publics. Autrement dit que lui, donc, on le met sur la touche et le bureau quand même continue pour terminer le travail, se compléter et afin que l'Assemblée reprenne son travail. Sur le même registre, notez ce point de presse cet après-midi à Niamey du procureur de la République relativement aux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle suite aux requêtes des députés, des arrêts mal interprétés par certains acteurs sur les médias de la place. Face à ces comportements, le procureur de la République, Boukari Soli Ibrahim, a tenu à apporter des éclaircissements. J'ai tenu à vous rencontrer aujourd'hui pour vous faire part d'une situation préoccupante liée au blocage des travaux à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, juridiction compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et d'application de la Constitution, saisie par des députés, a rendu plusieurs arrêts, dont le dernier en date du 15 mai 2014 portant numéro 006. Cet arrêt a suscité un commentaire de la part de M. Boubacar Hassan sur les antennes des médias privés qui, sous le prétexte d'un commentaire technique, a déclaré que la Cour constitutionnelle a méconnu l'autorité de la chose jugée à sa propre décision, qu'elle a outrepassé ses attributions constitutionnelles. Vous conviendrez avec moi que l'intervenant est allé trop loin dans son commentaire. Or, que dit notre Constitution en son article 134 ? Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur. Notre Code pénal, en son article 171, stipule que quiconque aura publiquement, par des écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA, ou l'une de ces deux peines seulement. Nous ne pouvons donc pas tolérer
que dans un état de droit, qu'une institution comme la Cour constitutionnelle et dont les membres ont prêté serment sur le livre saint de leur confession soit traitée de la sorte. D'ores et déjà, les services de la police judiciaire ont été saisis pour diligenter une enquête préliminaire. Les auteurs de ces actes seront traduits devant les juridictions compétentes. Pour finir, je profite pour attirer l'attention de tous les citoyens sur le respect strict des lois et règlements de notre pays. Nous sommes tous attachés à la démocratie, mais l'état de droit a ses exigences qui s'imposent à tous. Le Conseil supérieur de la communication s'est aussi prononcé par rapport à l'interprétation des arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est à travers un communiqué, les membres du bureau du Conseil supérieur de la communication, CSC, se sont réunis en séance extraordinaire ce samedi 17 mai 2014 à l'effet d'examiner le traitement de l'actualité relative aux arrêts de la Cour constitutionnelle. À l'issue de cet examen, les membres du bureau du Conseil supérieur de la communication saluent les efforts déployés par les organes de presse publics et privés pour garantir le droit des citoyens à l'information, y compris celle relative aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Toutefois, les membres du CSC constatent que certains médias ont donné la parole à des acteurs qui ont eu à apprécier les derniers arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Le bureau du CSC rappelle aux responsables des médias publics et privés les dispositions de l'article 134 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui stipule les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour constitutionnelle est sanctionné conformément aux lois en vigueur. Par conséquent, les médias publics et privés doivent s'abstenir de diffuser ou de publier tout commentaire ou interprétation des dits arrêts. Le bureau du CSC invite les responsables des médias publics et privés à respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 134 de la Constitution. Signé le président du CSC, Abdrahmane Ousmane. Sous l'égide du Conseil national du dialogue politique, CNDP a eu une rencontre entre la Cour des comptes et les représentants des partis politiques, une rencontre dans la salle de réunion de la primature qui vise à échanger sur le projet d'élaboration d'un canevas pour la comptabilité et la reddition des comptes annuels des partis politiques. Taïro Hassan, Sénissoumela Ibrahim. Au Niger, c'est un fait. Les partis politiques ont d'énormes difficultés pour tenir leur comptabilité et la reddition de leurs comptes annuels. En effet, les résultats du contrôle des comptes annuels des partis politiques au titre de l'exercice 2012 a révélé des grandes insuffisances. Donc, c'est l'occasion de profiter pour poser toutes les questions relativement au canevas qui vous sera proposé par la Cour des comptes afin de recueillir toutes les observations et informations nécessaires qui vont vous permettre désormais de bien élaborer et présenter les comptes annuels de vos partis politiques respectifs, et cela de manière consensuelle. C'est donc pour faire suite à ce constat que la Cour des comptes a jugé utile d'élaborer un canevas inspiré du système comptable de l'OHADA qui servirait de repère. Il s'agit pour nous de nous assurer que nos assujettis sont bien imprégnés de leurs obligations en matière de reddition des comptes et qu'ils connaissent les tenants et aboutissants réglementation qui les concerne. Premièrement, c'est que le délai légal de transmission des comptes annuels fixé au 31 mars de chaque année n'est pas respecté par la majorité des partis. La majorité des partis n'a pas fourni les pièces justificatives de recettes et des dépenses à l'appui de leur compte annuel. Tous les partis politiques qui bénéficient ou non de la subvention de l'État sont concernés par cette démarche.
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, une conférence débat sur le thème large bande au service du développement durable a été organisée ce matin à Niamey, où des produits de différentes agences de téléphonie mobile ont été exposés au public. C'était ce matin au Palais des Congrès en présence du ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani. Le compte rendu de Djouari Siaka et Taïroas. Pour commémorer la journée mondiale de télécommunications et de la société de l'information le 17 mai 2014, les acteurs de l'économie numérique se sont retrouvés cette année pour échanger sur différents sous-thèmes. 4 éminents conférenciers ont animé le débat qui s'articulait autour des concepts et développement de l'économie numérique, les enjeux, perspectives et développement du large bande au Niger. L'économie numérique est une nouvelle donne au Niger qu'il faille comprendre. Beaucoup entendent parler de l'économie numérique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de poser des questions à des éminents experts qui sont venus de RTL Niger, de Orange Niger, de Move Niger, de Sonitel, de Sahelcom et du ministère plus de la RTP. Donc c'est l'occasion pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le contenu du concept économie numérique. Ce n'est pas un concept qui est balancé comme ça. La vision du gouvernement elle est bien connue. Donc ceux qui veulent savoir ce qui se cache derrière le concept économie numérique, c'est l'occasion aujourd'hui pour eux de poser assez de questions et de participer activement à la présente conférence. Ce fut un échange entre opérateurs de téléphonie mobile, le ministère, les étudiants en télécommunications, l'autorité de régulation des télécommunications et postes. Plusieurs préoccupations ont été évoquées et débattues. Celui qui vient de finir à parler de tout ce qui est infrastructure aussi dans le domaine hertzien, dans le domaine radio mobile, par rapport donc à l'établissement de ce large bande. Cette troisième communication va parler de l'économie numérique globalement. Le ministre en charge de l'économie numérique s'est dit satisfait de ce cadre d'échange entre les acteurs de ces secteurs et a appelé les opérateurs de téléphonie mobile à respecter les règles et textes en vigueur au Niger avant de visiter les stands d'exposition de produits des différentes agences de téléphonie mobile présentes au Niger et des établissements d'enseignement supérieur en télécommunications. Autre journée, celle des musées. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célébrera demain, 18 mai 2014, le 37e anniversaire de la Journée internationale des musées. Le thème retenu cette année est les liens créés par les collections des musées. Il sera principalement question de renforcer les relations entre le public et les collections muséales, a dit le ministre de la Culture dans un message livré à cette occasion. La Journée internationale des musées, événement culturel de premier plan, a été instituée par le Conseil international des musées en 1977 pour permettre d'une part aux professionnels des musées de réfléchir sur le fonctionnement des institutions muséales et d'autre part de sensibiliser le grand public sur le rôle des musées dans le développement des communautés. Mesdames, Messieurs, le musée est incontestablement un haut lieu de mémoire où sont conservés et valorisés les éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel. Ces multiples fonctions culturelles, sociales et économiques en font un véritable outil de développement au service de la population. À l'évidence, le 37e anniversaire représente une opportunité pour les professionnels des musées de se retrouver, d'échanger avec le public et de le sensibiliser sur les défis majeurs dans un monde en mutation. Le gouvernement de la 7e République, qui œuvre sans relâche pour la mise en œuvre du programme de la Renaissance pour le Niger, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, ne ménagera aucun effort pour la création et la promotion des musées publics, communautaires et même privés. Mesdames, Messieurs, les activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des musées seront ponctuées de visites guidées, de conférences et d'échanges entre professionnels afin de mieux sensibiliser le public sur les liens créés par les collections des musées et leur importance pour la société. Au terme de mon adresse,
j'invite la population, notamment la communauté scolaire et universitaire, la société civile, à participer massivement aux festivités qui seront organisées dans nos musées, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Vive la Journée internationale des musées, vive la solidarité avec les musées. Le chef d'état-major des armées poursuit sa tournée d'inspection des postes militaires de surveillance avancée de la zone de défense numéro 2 d'Agadez. Le résumé des étapes de Dabaga, Iferouane et Gougram avec Hachim Mohamed et Ibrahim Mariko. Rappelons d'abord que le chef d'état-major des armées est accompagné dans sa mission en profondeur par un groupe d'officiers supérieurs de forces armées nigériennes, dont le colonel Seydou Badji, chef du bureau des opérations à l'état-major des armées, le lieutenant-colonel Mohamed Kadogo, directeur des hydrocarbures à l'état-major des armées également. En visitant les postes militaires avancés de reconnaissance de Dabaga, d'Ifrouane et Gougaram, le général Sénégarba, comme à Tourayet, la première étape de sa mission, a été accueilli par les honneurs militaires avant de s'adresser aux officiers, sous-officiers, soldats en mission dans ces zones, pour leur transmettre d'abord les encouragements et les félicitations des plus hautes autorités de la 7e République pour la qualité du travail, les dévouements et les sacrifices dont ils font preuve dans l'exercice de leur noble et exaltante mission de sécurisation des populations et leurs biens. Comme on peut l'imaginer, au-delà de l'engagement humain et patriotique, cette profession ne peut se faire que dans de bonnes conditions de travail, d'où le sens de cette mission du chef d'état-major des armées au niveau des unités militaires, ayant en charge la surveillance des vastes territoires à cheval entre plusieurs États confrontés aux menaces terroristes internationales, notamment le trafic d'armes, de drogues entretenues par Al-Qaïda islamique au Maghreb, le groupe Moujao Ansar Din à partir du Nord Mali, le sud libyen et Boko Haram qui sévit au Nigeria voisin. À ces défis sécuritaires, a indiqué le chef d'état-major des armées, notre pays qui n'entend pas du tout baisser les bras fait face au phénomène de migration clandestine et en particulier l'exploitation des personnes âgées et des enfants provenant majoritairement de Kanché Zender, dans le réseau de la mendicité et autres pratiques contraires à nos valeurs. Une autre source d'inquiétude évoquée également par le général Sénégarba lors de sa mission, l'arrivée vers l'or découvert au nord Djado. Plusieurs dizaines de milliers de personnes seraient dans la zone à la recherche de ces minéraux précieux. D'où l'urgence de contrôler ces mouvements. Pour parler au plus pressé, un détachement de 23e brigade de Dekou se trouve sur place, en attendant le renforcement du dispositif sécuritaire dans cette partie de notre territoire très désertique. A noter qu'à chacune de ces rencontres avec les détachements en poste, le chef d'état-major des armées a insisté sur la bonne collaboration qui doit exister entre les FDS et les populations afin de créer les conditions de la réussite de leur mission. Et pour revenir à la célébration de la Journée nationale de la femme, les femmes du ministère des Transports ne sont pas restées en marge de la célébration de la journée du 13 mai. Le caractère festif de la journée n'a cependant pas occulté les difficultés d'ordre professionnel auxquelles ces femmes sont confrontées et c'est pourquoi elles ont saisi l'occasion pour présenter leur cahier de doléances aux responsables du dit ministère. Issoufou Suleiman, Jocelyne Amoussou. Les femmes du ministère des Transports et des directions sous tutelle ont voulu remettre au goût du jour, le 13 mai, ce samedi 17 mai, pour faire le point du chemin parcouru en matière de leadership féminin et dégager ce constat en guise de doléance. Les femmes sont en marge du pouvoir de décision car, malgré leur nombre, nous avons peu ou pas de pouvoir de décision. Les femmes ont rarement accès au contrôle des ressources et sont sous-représentées dans presque toutes les sphères de la prise de décision. C'est-à-dire que sa contribution n'est pas visible, une disparité importante qui donne une image où les femmes sont reléguées dans un rôle plutôt passif ou de second rang. Pourtant, faut-il le rappeler, puisqu'il y a des femmes leaders, plus elles seront amenées à s'impliquer davantage dans la vie publique. L'esprit du ministre, c'est de pouvoir placer les hommes qu'il faut aux places les mieux indiquées. À ce niveau, il va falloir que vous mettiez au travail comme tout le monde. C'est seulement cela qui permet de mieux vous évaluer. La célébration du 13 mai par les femmes du ministère des Transports a pris fin sur une note festive. Ce fut également le lieu de penser aux agents du ministère malades ou disparus en offrant des dons de vivres à leurs familles respectives.